tous les organisateurs. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir au sein de cet espace dédié à des manifestations culturelles pour la promotion de l'art. Depuis sa création, Prestigia soutient de nombreux projets dans les différents domaines de la création culturelle et artistique. Aujourd'hui, nous accueillons l'événement L'art féminin en perspective, un événement avec un contenu et une programmation très riche, une exposition de jeunes talents confirmés. D'ailleurs, on peut contempler des œuvres et je vous invite à découvrir de plus près. Et 2 expositions avec 2 thématiques différentes. À l'origine de cette belle initiative, qui a pour objet de susciter le débat et l'amélioration de la condition féminine au Maroc, 2 sœurs passionnées, Nadia et Maria Benouna, fondatrices de Art for You Gallery, une plateforme digitale et physique qui a pour objet de démocratiser l'art. Ce projet est aussi porté par un mécène prestigieux, la Fondation BMCI, que je remercie chaleureusement ce soir d'avoir rendu possible ces rencontres autour de l'art. Je remercie également nos chers intervenants à la conférence de ce soir sous le thème L'art, vecteur d'émancipation et d'amélioration de la condition féminine. Siham Tahri, Sicharaf Brada et Iman Barjani. Alors, l'évocation de l'art comme outil d'émancipation féminine a été exploitée par plusieurs femmes artistes, écrivaines, chanteuses, peintres, dans différentes œuvres. Nous sommes conscients que l'éducation scolaire et artistique des femmes permet l'accès à l'émancipation, à une libération sociale, financière et de la pensée. L'art comme libération intellectuelle et sociale, mais également comme vecteur de sensibilisation et d'influence pour faire évoluer le statut de la femme dans la société. Alors la créativité féministe permet de décloisonner sa perception de soi et du monde selon 4 dimensions. Se voir autrement, pouvoir intérieur, se voir avec les autres, pouvoir avec et pouvoir d'eux, voir les autres et le monde, élaborer des problématiques collectives, agir pour des transformations sociétales. Le potentiel créatif permet à l'être humain de sortir du cadre pour inventer d'autres manières de vivre, agir et de penser. Ce processus de créativité permet d'éclater les codes en ouvrant les imaginaires et en proposant des actions innovantes pour lutter contre les injustices vécues. Alors, en évoquant les codes, je fais une transition pour donner la parole à Siham Tahri, à l'origine de l'exposition Femmes sous l'emprise des codes. J'invite Siham à me rejoindre. Reste à toi. Alors, Siham est une artiste marocaine talentueuse à l'ère du digital qui a fait le rapprochement entre le mode de fonctionnement des codes QR et les lois. Ces codes qui régissent nos vies, comme le code de la famille, le code pénal, le code de travail, et ainsi dénoncer en tant qu'activiste les injustices vécues. Siham, à toi la parole. Merci. Je prends le micro. D'accord. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier ce beau public que j'ai en face. Vraiment, j'ai une belle fresque artistique qui est très inspirante. Bon, ça c'est pour une petite introduction pour chasser un peu le trac. Alors, je remercie Madame Benouna Nadia de m'avoir invitée. Je remercie les organisateurs, Sarah. Je remercie le public, bien sûr, d'être présent, de certains qui se sont déplacés de loin pour venir assister à l'événement. Le code, oui, on va décoder un petit peu ce code. D'accord, on va le décoder un peu ensemble, juste pour avoir une idée de l'événement, au fait, de l'exposition Femmes sous l'emprise des codes. Femmes sous l'emprise des codes, j'aimerais bien quand même, si vous permettez,
Je veux que ce soit interactif entre nous, parce que honnêtement, je n'ai pas préparé grand-chose. Mais je compte sur vous pour qu'on soit dans la spontanéité et qu'on parle ouvertement. Femmes sous l'emprise des codes, c'est un projet qui fait partie d'un grand projet qui s'appelle Un monde sous l'emprise des codes. Je vais vous expliquer comment est venue cette idée-là de travailler, en fait, de faire cette exposition-là. C'est tout d'abord un engagement personnel envers toutes les choses qui peuvent être en rapport avec la société, des formes d'injustice. Donc j'essaie de faire ma part en tant qu'artiste et en tant que citoyenne, en étant proche des personnes, des femmes victimes de violences, parce que en tant qu'artiste, j'ai assuré des ateliers avec ces femmes-là. J'étais très proche et j'étais à leur écoute. Et on les appelle, à l'association là où j'ai travaillé, on les appelle les survivants, parce que c'est des femmes qui ont vécu énormément de souffrances. Donc ces femmes-là, je vais vous dire une chose, c'est grâce à elles que je suis là devant vous, parce qu'en fait, elles m'ont donné l'idée de travailler et de dénoncer ces formes d'injustice qu'on peut ressentir. Alors, le code, c'est venu, l'exposition Femmes sous l'emprise des codes, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est vrai qu'il y a un panneau que Madame Benouna a fait ici, mais en fait, l'exposition, la Femme sous l'emprise des codes, c'est une exposition où il faut beaucoup de murs, c'est-à-dire il faut au moins 25 mètres pour des panneaux, pratiquement une soixantaine de panneaux pour un début, pour parler, pour dénoncer, d'accord, parce qu'en fait, dans cette exposition, il y a les textes de loi, il y a les codes qui nous régissent, ça parle un peu des textes de loi qui sont à l'encontre de la femme, ça parle c'est des témoignages, c'est-à-dire le principe c'est quoi? C'est qu'on sait très bien que le code, il suffit de scanner un code, il suffit de prendre un code et de voir, il y a un message derrière, c'est-à-dire le décrypter. Donc il y a plein de messages. Excuse-moi, alors si je comprends bien, chaque tableau, chaque QR, c'est un tableau QR qui porte un message différent. Et chaque message, il dénonce une injustice. C'est combien? Enfin, c'est des messages, quand tu dis beaucoup de tableaux, une trentaine de tableaux? Non, soixantaine pour ce premier projet, parce qu'en fait, comme j'ai expliqué au début, Femmes sous l'emprise des codes fait partie d'un projet qui s'appelle Un monde sous l'emprise des codes. Alors, dans chaque code, il y a un message. Donc, vous savez que le code QR, on a vu qu'il est devenu un outil très important dans nos vies. Avec la pandémie, il est vraiment devenu un outil universel. Il suffit à chaque fois, on devait présenter nos codes QR pour passer dans des administrations, montrer le pass vaccinal. Donc, le pass vaccinal, c'est de là où est venue l'idée. En fait, c'était un jeu pour moi, c'était un jeu. Une fois, j'avais fait un tatouage, je me suis tatoué un code QR ici. C'est comme pour dire, voilà, on est sous les codes finalement. C'est-à-dire que notre liberté, elle est entre guillemets, on est comme codé, voilà, c'est-à-dire que quand tu passes, on va te coder, voilà. Donc c'était là où l'idée est venue, parce que quand j'ai fait ça, les gens ils disaient waouh, mais franchement c'est vrai. Et j'avais fait aussi un autre truc, j'avais pris, bon, c'est des idées un peu qui sont un peu bizarres, mais je vais vous le dire honnêtement, j'avais pris le cachet vétérinaire qu'on met pour le bétail, vous voyez. Et j'avais fait un tampon, c'est-à-dire valide, conforme à être zigouillé, d'accord? Vous voyez que c'est comme pour le bétail, quoi. C'est-à-dire comme. Donc c'était une façon. Et là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On va dire une chose, c'est qu'on est à l'ère du digital. L'ère du digital, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, ça nous rapproche. Ça nous rapproche du public, on peut faire passer plusieurs messages et il y a une interaction qui est énorme. Les choses qui étaient avant, ce qui est extraordinaire, et moi je veux le dire, ce qui est extraordinaire avec le digital, c'est que là, dans le temps, il était considéré comme élitiste, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, c'était une certaine catégorie de population qui pouvait accéder à des musées ou accéder aux galeries, ou voir alors des expositions, parce que c'est pas n'importe qui pouvait y aller, donc il y avait cette idée-là. La démocratisation de l'art, donc une manière aussi de montrer qu'il y a une très grande
différence entre l'art et la technologie, et que tous les deux, parce qu'on est maintenant actuellement on est dans une ère d'industrialisation, on est dans la technologie à fond. Chacun de nous, il a son smartphone, j'en vois plein qui ont plein de smartphones à la main, et c'est devenu une extension de notre main. Donc, je disais, on va être identifié avec voilà, bien, peut-être une puce, je ne sais pas, qu'on va être. On voyait ça dans les science-fiction, honnêtement, mais maintenant on vit ça. Et je me disais que pourquoi ne pas utiliser cet outil pour arriver à faire transmettre des messages. D'abord en tant que féministe, on va dire avant d'être artiste, en tant que féministe, et là je pense que c'est un truc qui est dans les gènes, parce que dans la famille, j'ai Madame Zaxous, qui est ma tante qui est là, qui est une grande militante des droits de la femme et qui est parmi les personnes qui ont changé la moue de Wana Mesdames, donc en faveur de la femme. Et je me demanderai d'applaudir parce que franchement, c'est une chose. Donc j'ai aussi mon oncle qui est Mohamed Ksos, qui est le père de la sociologie au Maroc, et qui, donc je pense que c'est une affaire de gènes. Et bien sûr, quand on grandit aussi dans un milieu où on vit en fait le militantisme à fond, c'est sûr qu'au fond de nous, on ne peut pas passer à côté des injustices. Il y a des choses, on vit dans un monde schizophrène, excusez-moi de le dire. Il y a des choses qu'on voit et quand on passe au texte de loi, je vous dis à titre d'exemple, l'article 490, je fais partie du collectif aussi. L'article 490 sur les libertés individuelles, tout rapport sexuel entre deux personnes consentantes adultes, eh c'est la prison. Si je vois aussi le mariage des mineurs, les mariages des filles, des mineurs, et ça pour moi c'est quand il est autorisé, vous imaginez avec l'enquête HCP a montré que c'est énorme. Je prends par exemple en l'année 2019, sur 19 000 demandes de mariage de mineurs, il y a eu pratiquement 13 000 demandes acceptées. Vous imaginez, c'est énorme. Mais moi, marier une fille de 16 ans, vous imaginez, 15 ans. Parce que quand on pose, des fois même moi, quand on pose la question, c'est une bouche à nourrir peut-être, mais ça doit être refusé parce que pour moi, dénoncer dans ces codes, dénoncer ça, c'est comme si on était en train de légitimer les viols. Pour moi, mariage d'un mineur est un viol légitimé par la loi. Et là, c'est des choses qui doivent changer. Donc on ouvre. En tant qu'artiste, je ne suis pas là pour apporter des solutions, c'est pas de mon ressort. Mais moi, au moins, ou plusieurs artistes qui... En fait, on est plusieurs, vous voyez, on est comme dans une grande chaîne, et chacun y contribue à sa manière. Il y a les journalistes qui contribuent, il y a les militantistes, les féministes, chacun sa part, il donne sa part. Mais avec cette exposition, j'ai montré aussi les lacunes de la société, ouvertement. Le but de cette exposition, c'était que ça parte dans les institutions, et d'ailleurs c'était une exposition itinérante où j'ai pris contact avec les professeurs universitaires, avec les étudiants, il y a eu beaucoup de débats autour. Donc c'est une manière de sensibiliser parce que vous savez que l'image a toujours été utilisée par les féministes aussi pour faire passer des messages percutants, mais il fallait aussi trouver un nouveau médium artistique. D'accord ? Il fallait trouver un nouveau médium artistique, parce que je vais vous expliquer une chose. Des fois, vous pouvez voir une femme avec les yeux bleus. Vous pouvez passer à côté, vous ne prêtez même pas attention, parce que vous en avez tellement vu. Donc c'est du déjà vu. Donc il fallait penser à quelque chose. Alors que avec cette exposition, le code QR, il suffit de voir le code, on est tenté de prendre le téléphone et de scanner, et là on a un message derrière qui sort. Donc décrypter, décoder, on est dans le code, qui a aussi une forme assez particulière parce que ce code-là, qui est en format carré, il est dessiné de manière labyrinthique. C'est comme si on était dans un labyrinthe en train de chercher l'issue, de s'en sortir par n'importe quel moyen. D'accord ? Donc, Femmes sous l'emprise des codes est une exposition pour dénoncer les maux de la société. Parmi les codes, je vais vous dire une chose, comme vous voyez que parce qu'en fait, cette exposition a décortiqué le code pénal, le code de la famille, l'enquête au commissariat au plan, qui a montré énormément de choses qui sont vraiment très choquantes. Quand je vous dis par exemple, 4 femmes sur 1000 ont été victimes de viols au Maroc, ça vous fait quoi ?
On ne savait pas, hein, 4 femmes sur 1000, mais c'est énorme. 77% des femmes ont subi un acte de violence durant 2019. Le confinement a fait qu'empirer les choses. Plusieurs femmes, alors quand je parle de violence, s'il vous plaît, je ne parle pas que de la violence conjugale. D'accord? Il y a différents types de violence. Il y a la violence qui est conjugale, bien sûr, qui prend pratiquement dans les plus grands pourcentages, qui est dans les 57%. Après vient la violence éducative dans le système scolaire. C'est une violence qui est énorme, qui est de pratiquement de 22%. Il y a aussi les violences qui s'opèrent dans nos rues, au travail, dans le transport, et les violences, des cyberviolences qui sont un nouveau mode de violence aussi, parce que quand on se fait harceler sur le net, eh ben c'est une forme de violence en fait. C'est pas que la violence physique, mais aussi la violence psychologique et la violence économique, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'une très forte disparité à ce niveau-là. Et voilà, donc mon approche aussi avec les femmes qui ont été victimes, c'est des témoignages qui sont très très lourds. C'était vraiment pas évident, je ne vous cache pas que j'en ai pris de belles claques. Mais ça valait le coup. Et je me suis promis en fait de faire ça pour elles, parce que c'est une manière de contribuer à dénoncer, à montrer que les choses ne sont pas belles comme on peut le croire, mais qu'on pousse à la réflexion, qui va pousser les gens, j'espère, à agir. Donc, c'est-à-dire qu'on pousse le spectateur à devenir acteur. Si chacun de nous, moi c'est mon message, si chacun de nous au moins pouvait, dans son environnement proche, essayer de sensibiliser, qu'on éduque nos enfants de la même manière, que ce soit garçon ou fille, que les filles ne soient pas, par exemple, ça on le vit. Le garçon, c'est un garçon, il ne rentre pas à la cuisine, il ne ramasse pas la table. C'est vrai ou pas? C'est un truc qui... Le garçon à la bibliothèque. Le garçon à la bibliothèque, il a fait la cuisine. Non, mais bon, ça a tendance à changer. On va dire que les choses, que la société, elle a changé, elle change aussi. Les prochaines étapes, où est-ce qu'on peut découvrir et voir ton exposition? Alors, comme j'ai expliqué au début, l'exposition, c'est une exposition itinérante. C'est une exposition de code QR qui passe dans les institutions et dans les universités. Elle a déjà été dans plusieurs universités. Le but, c'est de l'exposer en même temps qu'il y a un débat autour. Donc, le débat, par exemple, au niveau de l'université de droit, c'était avec des juristes, c'était avec des juges, des avocats qui étaient là, des étudiants, mais on a parlé ouvertement. Et eux-mêmes, il faut les entendre, parce que le juge aussi, et j'ai eu des réactions de juges qui disaient, nous aussi on est confrontés, des fois par exemple pour le mariage des mineurs, quand le mariage des mineurs a été abordé, il te dit, écoutez, moi, le père il vient, il veut marier sa fille, il me dit, écoute, si vous ne voulez pas la marier, on va la marier blanche, donc ça va j'ai fait. Et après, vous savez, le mariage elle n'a pas ses droits, c'est ça, donc ils sont dans un dilemme, ils ne savent pas quoi faire. Donc, au moins, ils veulent l'épouser pour garantir. Donc, des fois aussi, il faut écouter de l'autre côté qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est un travail qui est de longue haleine, et que pour que les choses changent, il faut que les mentalités changent. Et pour que les mentalités changent, il faut qu'on mise sur notre système éducatif. Et si un système éducatif si on a un bon système éducatif performant, je pense que beaucoup de choses vont s'arranger. Il faut aussi inclure l'art dans nos écoles, parce qu'avec l'art c'est la santé de la société, moi je dirais. Avec l'art, c'est la santé de la société. C'est à travers l'art. Moi, je vois dernièrement, j'ai vu le problème de l'Ukraine, et j'ai vu que ce qui était génial, c'est que quand je voyais les gens, comment ils protégeaient les œuvres d'art à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même l'art, leur culture, c'est une histoire, c'est beaucoup de choses, ça parle d'énormément de choses. Donc, j'aimerais bien que le pays aussi arrive à ce stade-là où on va protéger nos œuvres, où on voit des œuvres un peu partout à travers le Maroc, de belles œuvres, et que les artistes investissent l'espace public, que les artistes s'organisent en collectif, et que les artistes, leur rôle, parce que l'artiste en lui-même, il est très apprécié, il est très respecté, il est à l'écoute. On écoute plus l'artiste qu'on peut écouter peut-être autre chose, parce que l'artiste, ils savent que l'artiste, il est... Bon, je
pense que vous avez compris ce que je veux dire. D'accord? Donc, oui, pas il le faut qu'on... contredire, on le laisse, on respecte son expression. Sa sensibilité déjà, la sensibilité de l'artiste, elle est là, et cette sensibilité aussi, elle peut être exploitée dans le sens où ça peut rendre énormément service à la société. Donc s'organiser en collectif, pourquoi pas, investir l'espace public, sensibiliser par des œuvres, être à l'écoute, que nos institutions invitent les artistes dans les établissements, et ça j'ai fait plusieurs fois appel à ça, parce que c'est bien que les universitaires, des fois dans des projets arts et sciences, sur les migrants, il y a tellement, on a une diversité culturelle, et je vois par exemple cette belle exposition qu'il y a en face, mais franchement, il faut qu'on investisse les écoles et qu'on investisse les institutions, les universités pour libérer la parole et pour démocratiser l'art et pour que les gens se sentent plus... qui se sentent plus... voilà, l'art libération intellectuelle et sociale. Merci Siham, merci pour ton intervention. Alors c'est convivial, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut intervenir ou poser des questions ou raconter quelque chose? Ouais, ça serait bien. Ça serait bien d'avoir votre avis. Moi, ça serait bien que... J'ai bien envie que ce soit interactif, qu'on me pose des questions auxquelles je pourrais répondre parce que je ne suis pas juriste, je suis artiste. L'exposition. J'ai eu l'école qui m'a refusé parce que quand ils ont vu ce qu'il y avait derrière comme message, surtout quand j'ai parlé de l'homosexualité, de la liberté individuelle, ça ils ont refusé. Ils ont dit que c'était pas dans le... Ils n'ont pas accepté parce que ça allait perturber un peu les élèves, donc voilà, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, on m'a demandé de les supprimer, donc voilà. Et il y a aussi une partie, ça parle de l'avortement. Donc c'est un peu quand même des sujets assez très sensibles, surtout quand on parle de 600 à 800 avortements par jour, et quand on dit que le Maroc est le premier pays arabe, je vais vous choquer. Le premier pays arabe, on fait le plus d'avortements. Ouais. 600 à 800 cas par jour selon M. Chauffeur Chalabi, qui est le président de l'association de lutte contre l'avortement clandestin. Quand on sait que, quoi qu'on fasse, l'avortement il est interdit par la loi. Quoi qu'on fasse, cette femme, si elle a envie de se faire avorter, elle va se faire avorter. Par n'importe quel moyen. Celle qui a les moyens, celle qui a l'argent, elle peut aller même en France, elle peut aller ailleurs pour se faire avorter et revenir. Mais celle qui n'a pas les moyens, qui c'est qui en pâtit en fait? C'est les femmes qui sont dans les quartiers populaires, c'est les femmes qui... C'est toujours les mêmes qui sont les victimes en fait. J'ai eu le cas d'une femme qui a été violée. Et ça je vais vous le raconter parce que ça je l'ai vécu. Elle a été violée par son beau-frère, le mari de sa sœur. Vous voulez que je vous choque ou pas? Je vais vous le dire quand même, elle a été violée. Eh bien imaginez, elle porte plainte. Elle porte plainte parce qu'elle a été violée. Bien sûr, elle passe au tribunal. 2 ans d'emprisonnement pour elle, le violeur. Parce que, ouais, elle n'a pas pu justifier ni coup ni rien, parce que quand il y a un viol, on n'a pas de témoin quand il y a un viol. Est-ce qu'il y a des témoins? Il n'y a pas de témoins. Donc, 2 ans de prison. Et bien, la femme, c'est-à-dire sa sœur, parce qu'elle a été violée par son beau-frère. La sœur, elle a abandonné la plainte pour son mari, elle est sortie de la prison, son mari est sorti de la prison, et sa sœur est restée. Et après, la société la refuse. On l'a refusé, et moi je l'ai trouvé dans une association IPDF à Fès, rejeté par sa famille, rejeté par tout le monde, parce que j'aime l'arabe, j'aime Choul, la famille. Sans ressources, sans rien du tout. Oui. Un couple qui a 4 enfants qui a décidé de se faire avorter. La femme elle a décidé, pas les couples, parce que le couple c'est le même. Qui se fait bah oui, ils ont décidé, en fait le mari et sa femme ont décidé qu'ils voulaient plus, bah oui, qu'ils voulaient plus avoir d'enfants. Ils avaient 4 enfants, ils n'avaient pas les moyens pour subvenir à leurs besoins. Eh bien, la police les a ramassés.
Ils n'ont pas ramassé, en fait ils sont partis à la clinique, ils ont pris les dossiers, ils les ont interpellés et ils ont été condamnés à la prison aussi, le mari et sa femme. Et ces 4 enfants pour qui? Eh bien ces 4 enfants sont restés... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors que ils étaient tous les deux consentants. La femme ne peut même pas disposer de son corps comme elle veut. Notre corps, malheureusement, et je le dis, il appartient à tout le monde. Le corps de la femme, il appartient à cette société patriarcale. Donc le corps collectif, c'est un corps qui est partagé par tout le monde. Je ne peux même pas m'habiller comme je veux. Si je sors dehors, je suis harcelée. Eh bien, le harcèlement, c'est déjà une violence. Si je vous pose la question, vous, mesdames, est-ce que vous n'avez jamais été victime de violence? Je suis sûre qu'il n'y a personne qui va me dire qu'il n'a pas été victime de violence ici. On est d'accord? Donc les choses doivent changer, la mentalité doit changer, et pour que ça change, il faut qu'on passe par la base, par l'éducation, par les choses. En fait, c'est sur plusieurs fronts. Les militantes ont fait un énorme travail. Elles ont fait vraiment de super belles choses. Une avancée, il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut qu'elle soit saluée. Une avancée extraordinaire au Maroc. Je vais dire une chose, la violence, c'est pas qu'au Maroc. Pour qu'on soit d'accord, c'est-à-dire ça existe n'importe où, ça existe partout dans le monde. Mais elle est à 2 degrés différents. D'accord? Donc on ne va pas dire que la violence conjugale n'existe pas en France ou ailleurs, mais ça existe seulement. Nous, c'est un peu amplifié parce qu'il y a une culture, il y a aussi des traditions qui sont derrière. Et le code qu'il faut changer? Le code qu'il faut changer, ça change. Déjà, il y a eu des avancées dans ce sens-là, mais c'est pour ça que je dis que le digital, il a permis d'ouvrir le débat et de montrer les mots de la société aussi. Et les féministes aussi ont trouvé un moyen de communiquer entre elles et de pousser à la réflexion. Donc le digital, il a rendu énormément de service. Voilà. Merci Iman, Siham, pardon. Merci Siham pour ton intervention et pour ce partage. J'ai des questions, vous me posez des questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bon. Non, je voudrais juste, merci Madame la Présidente de séance. Je voudrais d'abord vous remercier, les organisateurs aussi, pour ce débat que nous, personnellement, comme mon ami, nous vivons ensemble ce débat depuis quelques décennies, je dirais. J'ai été dans la première commission de 92 et jusqu'à présent, nous voyons certaines situations durer et perdurer. Le Maroc a fait des pas énormes. Et la preuve en est votre présence, votre engagement et la modernité que vous avez apportée à nos argumentaires pluriels. Il est vrai que c'est nécessaire parce que c'est la première fois que je partage ce que je fais depuis quelques années avec un public qui est autre que mon mari, qui me soutient depuis des années, que je remercie d'ailleurs. Je vais le faire moi-même, ne vous en faites pas. Du coup, je vais rester debout parce que je crois que je vais faire quelques allers-retours. Et en fait, pour vous expliquer ce que... Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Il faut choisir entre l'art et la maternité. Et je pensais aussi, en fait, qu'il fallait choisir entre la création d'un corps et la création au-delà du corps. C'est dans ces termes que c'est expliqué. C'est vrai. Et en fait, j'ai découvert une statistique récemment qui m'a fait comprendre en fait la fausseté de ce récit, mais aussi à quel point est-ce qu'il était ancré dans nos trajectoires à tous. Et c'est une statistique que je ne saurais pas vous restituer parce que j'ai une mémoire en ce moment qui est assez défaillante, mais dont je peux vous donner l'idée globale. Les hommes qui commencent à créer très tôt. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont atteint l'apogée de leur créativité dans la vingtaine, dans la trentaine. Et c'est les hommes, c'est les artistes, c'est les écrivains qu'on suit, qu'on regarde. Et moi, pendant longtemps, j'ai vu passer ma vingtaine et ma trentaine en me disant que c'était très grave, que rien ne sortirait
de moi, puisque le temps passait sans que je puisse créer. Et puis j'ai découvert que les femmes créaient beaucoup plus tard. Et que beaucoup de femmes artistes et beaucoup de femmes créatives sont à l'apogée de leur art au-delà de la quarantaine, à la cinquantaine. Les écrivaines, les artistes, etc. Et que probablement là, il y a un cheminement qui est plus long et il y a une étape physiologique qui est en lien avec la maternité qui crée une sorte de délai. Et ça m'a beaucoup décomplexée de savoir que si je n'arrivais pas à produire avant 40 ans, je n'étais pas finie complètement. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup émancipée. Et dans mon cas, la maternité a accéléré la créativité et ma production, puisque j'ai fini ce book que vous avez qui tourne un peu. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup que ça vous plaise, parce qu'il est tout chaud, il sort de chez l'imprimerie hier. Et, donc vous êtes, je pense, les premiers à le feuilleter. Alors Imen, c'est la première fois que tu partages ton œuvre. Oui, et merci Nadja et Maria de nous donner cette opportunité. Merci beaucoup. Merci à toi de partager Prestige. Et merci Prestige de m'accueillir pour ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? À la base, je prenais beaucoup de photos parce que j'avais envie de fixer certains moments et d'avoir quelque part cette vision du monde qui me touchait particulièrement à chaque fois que je sortais mon appareil. Et puis, quand je regardais ces photos, elles me dérangeaient plus qu'elles ne me plaisaient. Pendant longtemps, je les regardais avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de questionnements, me demandant il y a quelque chose qu'elles racontent, mais probablement pas ce qu'on a envie de leur faire dire tout de suite. Et ça a pris de nombreuses années avant que je puisse décoder le palimpseste de couches de narration qu'il y a derrière une image et derrière beaucoup d'images qui peuvent nous arriver. Et puis c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette discussion avec cette citation d'un écrivain que j'aime beaucoup. C'est une écrivaine nigériane qui a dit je crois que c'était un TED de 2009, que le problème avec les stéréotypes et les histoires uniques, ce ne sont pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles sont incomplètes. Parce qu'on est des êtres humains, on conçoit le monde à travers les codes. Bien sûr, merci pour cette perche. On conçoit le monde à travers des codes et des stéréotypes, on ne peut pas s'en émanciper totalement. Mais cela devient problématique lorsque le code devient unique et univoque et qu'on oublie qu'il est incomplet et qu'il est imparfait. Et quand j'ai été confrontée à cette idée-là, j'ai compris en fait qu'est-ce qui me dérangeait dans ces clichés. C'est qu'ils rejaillissaient sur moi tous mes stéréotypes, toutes mes visions orientalisantes et exotisantes de l'autre, et que ce n'était pas l'histoire que j'avais envie de raconter, de ces moments-là et de ces prises de vue-là. Et a commencé pour moi un autre cheminement intellectuel, celui de déconstruire cette première image. Ah oui. A commencé pour moi un autre cheminement, celui de déconstruire ces idées-là, ces stéréotypes et cette première vision du monde qui nous assaille, qui est dans nos préjugés et qu'on a besoin de faire l'effort de challenger et de déconstruire. Et c'était juste génial de le faire. J'avais envie de l'écrire et c'est les textes que vous avez en complément de ces images. Et pour vous montrer un peu ce que ça fait de se déconstruire un stéréotype, je vous invite à lire juste ça. Moi, j'adore, parce que c'est particulièrement vrai, même si c'est provocateur. Alors, je vous invite à vous poser la question comme l'a fait Gloria Steinem. C'est une des grandes figures du féminisme mondial. C'est l'idole de Lisa dans Les Simpsons, celle à qui elle a envie de ressembler. C'est cette grande figure du féminisme mondial. Et elle a dit récemment qu'elle avait utilisé beaucoup d'armes, mais pas l'humour, et qu'elle voulait tester l'humour. Et du coup, elle a fait ça. Et je vous invite à regarder, à taper sur YouTube si les hommes avaient leurs règles, et vous verrez que beaucoup d'associations ont fait des vidéos très sympas autour de ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Gloria? Elle dit: si c'était les hommes qui avaient leurs règles, et on verrait un institut national de la dysménorrhée,
pour combattre les douleurs menstruelles. Et le gouvernement, bien sûr, fournirait les fonds pour une protection sanitaire gratuite. Et c'est très très vrai en fait, au final. Parce que c'est extrêmement vrai, parce qu'au final, aujourd'hui, on lutte encore avec les médecins pour qu'ils reconnaissent les maladies qui sont liées aux menstruations, notamment l'endométriose. Ce terme qui m'échappe à chaque fois, qui est une maladie grave et qui touche beaucoup de femmes et qui est passée sous silence parce qu'elle est derrière ce tabou-là des règles. Et beaucoup d'artistes femmes ont commencé à explorer ce domaine, et il y avait une exposition où on affichait les taches de sang sur les vêtements, sur les lits. Et au départ, je me demandais aussi où était l'esthétique. Et puis finalement, quand j'ai lu ce message de Gloria Steinem, je me suis dit, si ça avait été les hommes, ça aurait été une marque de puissance d'afficher ce flot de sang. Et qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire que lorsqu'il y a un stigmate qui est attribué à un groupe dominant, forcément ce stigmate est positif. Et l'inverse est aussi vrai. Et peut-être que ce qu'on a besoin aussi dans ce combat, c'est une inversion de stigmate. D'inverser ces stigmates, comme c'était un processus qui a été fait aussi dans beaucoup de populations qui ont connu des formes de domination, comme domination sur la race, sur le genre, bien entendu, sur l'âge aussi. On est dominé par nos aînés, toujours. Et une inversion de stigmate, c'est aussi un cheminement qui est bouleversant et nécessaire. Et c'est un peu le travail que je souhaitais faire avec Mimesis, qui est ce travail devant vous. Et du coup, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est juste de faire l'exercice ensemble sur peut-être quelques clichés, 2 ou 3 clichés, et puis vous raconter quelques histoires qui ne sont pas accessibles tout de suite lorsqu'on regarde des images exotisantes de ce que c'est que la narration tourne l'autre. Et mon sujet à moi, j'ai toujours aimé, c'est les récits. Parce que je me suis rendu compte très tôt qu'une chose qui détermine beaucoup notre vision du monde et la manière dont on interagit avec elle et tout le savoir qu'on produit sur le monde, le savoir qu'on produit sur le monde détermine le monde qu'on crée au final, c'est les récits qui sont sous-jacents à notre perception. Et aujourd'hui, dans ce monde moderne, un monde qui est post-colonial, c'est-à-dire que dans le sens où une vague homogénéisante est passée sur plusieurs centaines d'années, on manque aujourd'hui de diversité dans les narratifs. Et lorsque on regarde, j'ai beaucoup écouté ce que disait Siham sur le code de la famille, et ça m'a rappelé une histoire sur la démarche des femmes Soulaliettes dans la région de Raman. Les Soulaliettes, elles sont des femmes qui sont affiliées à des tribus, une Soulalia, et qui revendiquent un droit de propriété sur la terre, sur les terres de gens. Elles ont toujours les codes exploités, oui, sur lesquels elles travaillent depuis des générations. Oui. Et alors, dans le code coutumier est moins rigide que le code classique. Aujourd'hui, le passage, on va dire, sans vouloir tomber encore dans les clichés, mais le passage colonial a rigidifié beaucoup le code qui définissent le mode de vie et le mode d'exploitation des ressources économiques dans tous les pays. Et ça a aussi rigidifié le code d'exploitation des terres collectives, parce qu'elles ont été, ce code coutumier a été traduit dans un code classique. Et s'il y avait autrefois des respirations ou des options de flexibilité qui permettaient aux femmes qui faisaient partie de certaines tribus de aussi pouvoir accéder à la propriété et à l'exploitation, à l'usufruit de leurs terres lorsqu'elles étaient dans une situation de veuvage, de divorce ou lorsqu'elles n'étaient pas sous la tutelle d'un homme, ces respirations ont disparu avec la rigidification du code. Et c'est un sujet qui m'a beaucoup rappelé les sujets que j'ai traités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une conception du droit, de ce que doit être la loi,
qui est assez univoque. La loi est fixe, elle est immuable et elle est rigide. Et ça nous fait aussi nous référer à la loi comme un corpus qui est difficile à changer. Alors que dans la manière dont on codifie les sociétés humaines ou les rapports de force ou l'exploitation économique, il y a des modèles et des options qui offrent plus de flexibilité, qui aujourd'hui ne sont plus du tout accessibles à nos sociétés. Tout ça pour m'amener à vous parler d'un mythe que j'ai croisé. Excusez-moi pour la digression, c'était pour faire référence à ce que tu disais, Sinan, sur le droit et le code. J'ai découvert dans mes voyages beaucoup de mythes des origines. Et je croyais qu'en allant loin, je pourrais retrouver des mythes des origines qui étaient plus cléments à l'égard des femmes, ou la créativité féminine, ou l'origine féminine du monde serait mieux représentée. J'étais extrêmement déçue, parce qu'en réalité, il y en a très peu. Et lorsqu'il y a rareté, il n'y a pas pattern. Donc il y a peu de mythes des origines qui font la place d'elles aux femmes. Alors j'ai décidé de chercher un peu plus loin et j'ai exploré un mythe des origines en particulier. C'est le mythe des origines de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait deux manières de le lire. Et cette photo, je l'ai prise donc en Papouasie et je l'ai comprise, j'en ai compris la dimension plusieurs années plus tard en découvrant ce mythe des origines. Chez les Papous et chez aussi beaucoup d'autres sociétés, on considère que les femmes préexistaient aux hommes. Et c'est assez logique, parce que c'est les femmes qui créent la vie avec leurs utérus à la base. Elles sont nécessaires à ce mode de création. Donc les femmes préexistent aux hommes. Les femmes, avant l'arrivée des hommes, étaient extrêmement puissantes. Elles avaient une force créatrice qui était formidable et fondatrice. Elles ont fondé le monde. Elles ont créé les sociétés, elles ont créé leur puissance sur la nature, elles ont créé les outils, elles ont créé l'art. Et puis quand les hommes sont arrivés, ils ont découvert un monde désordonné, par tant de puissance féminine. C'est assez différent de la manière dont on conçoit les femmes dans les sociétés modernes occidentales, c'est-à-dire des êtres ordonnés, calmes, bienveillants, qui veillent à une cohésion sociale. Dans ces mythes des origines-là, c'est tout l'inverse. Les femmes sont source de puissance et de désordre. Et donc, pour pouvoir ramener l'ordre sur Terre, les hommes ont dû instaurer leur domination. Et donc, se sont attribués tous les attributs de puissance féminine pour pouvoir les restituer de manière plus ordonnée. Et donc, ils se sont attribués la créativité, d'abord, puisque c'est l'origine même de la fondation du monde. Ils se sont attribués la puissance et la capacité à générer des enfants. Et on est passé aussi d'un monde où la fertilité féminine était fortement valorisée à un monde où c'était plutôt le phallus qui est érigé en symbole premier. Et c'est assez intéressant aujourd'hui de se dire que dans ces sociétés-là qui sont devenues extrêmement patriarcales, tous les attributs féminins sont masculinisés jusqu'au lait maternel, jusqu'à la création. On estime que les femmes allaitantes doivent se référer à leurs hommes pour pouvoir générer ce lait maternel. Donc on s'est vraiment approprié toute la capacité productive des femmes pour pouvoir restituer un monde ordonné. Et c'est une manière très différente de voir la puissance créatrice féminine par rapport à celle à laquelle on est habitué, parce qu'on qualifie généralement la puissance créatrice féminine de qualificatifs qui sont en lien avec la douceur, le lion, la stabilité. Toutes ces caractéristiques-là qui aujourd'hui enferment quelque part les femmes dans une seule manière d'être, dans une seule manière d'être au monde. Et en politique, c'est dans le politique qu'advient le changement durable. Et donc on refuse à Haja Khoudoria la capacité d'être une figure politique
alors que c'est une féministe. Et on dit d'elle qu'elle est féministe par instinct, parce qu'elle a eu besoin d'être libre. Et donc, elle a vécu libre. Se débarrasser de son mari très tôt. Elle a été chanteuse, donc elle a pu subvenir à ses besoins dans un monde où les métiers ouverts aux femmes étaient assez réduits. Donc, où l'art, en réalité, c'est un choix assumé. Un choix assumé, mais on lui refuse de devenir une figure de l'émancipation féminine. Ça, c'est une bonne question. La société. Mais la société, c'est qui? C'est nous. Non, Oui. je voulais savoir, est-ce que c'est les artistes qui refusent ou est-ce que ce sont les féministes qui refusent? Qui c'est le bon? Alors, celui qui a décrit Haja Hidawiya, ceux qui ont décrit Haja Hidawiya comme une féministe instinctive sont des critiques musicaux et des anthropologues. Donc, des gens qui produisent du savoir sur le féminisme et sur l'art, et qui donc qualifient et catégorisent son action artistique comme une action non politique ou une action pré-politique. Comme on peut définir beaucoup de femmes qui sont sorties dans la rue pour se battre pour leurs droits des changements de Modawana et qu'on définit comme des femmes qui ont une action pré-politique ou apolitique, une action impulsive qui est liée à leurs besoins primaires de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette photo, parce que pour moi cette photo, elle m'inspire la capacité à se soulever et à avoir une revendication. C'est ce qu'elle m'a inspirée en premier lieu. Et je me suis dit, c'est vrai que ça passe bien quand c'est des hommes. Avec cette... Juste Oui. rappeler qu'on a situé comme ça parce que je me sens. On peut donner le micro s'il vous plaît à Madame du Dupont. protectorat. Et là, où elle chante, elle adresse un hymne libéraux, mais en même temps, je m'en fous à l'Ibacha ou je m'en fous à libéraux. C'est de là est né je m'en fous à l'Ibacha ou je m'en fous à libéraux. L'Ibacha, c'était le président, le bureau, c'était le résident français du temps du protectorat. Voilà commence l'histoire politique de la chanson Hidawiya pour restituer cela. Tout à fait. Merci Madame Luna pour cette précision. Et je disais, cette image, je la trouvais très... elle collait parfaitement à l'image que je voulais me faire d'une personne qui se soulève pour ses droits ou ses revendications. Et elle collait parfaitement à l'image d'un homme grand, fort, et qui était debout, droit, et qui ne collait pas à la même image qu'on pourrait se faire d'une femme dans cette position. Et je me suis posé la question, aujourd'hui, les femmes qui se battent, qui militent, quelle perception est-ce qu'elles génèrent dans la société, mais aussi dans une personne comme moi qui supposait avoir étudié la question, ouverte à différents narratifs, et je me challenge moi-même, parce que moi-même, mes premiers réflexes, mes réflexes primaires, me font douter de la capacité de cette image féminine à être fortement revendicatrice et préméditatrice de son action. Et c'est un réel conditionnement que même si quelqu'un comme moi, qui est censé avoir baigné dans une ouverture ou une diversité de matériaux, peut encore expérimenter, qu'en est-il du reste de la société? Et j'ai rencontré une histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui et qui parle de la manière dont la société refuse aux femmes d'avoir un agenda politique. Et c'est une histoire que j'ai rencontrée en essayant de décortiquer aussi les trajectoires des femmes politiques depuis une cinquantaine d'années. J'ai découvert cette histoire dans un texte d'une autre grande féministe que je vous invite à lire. Elle est indienne, elle s'appelle Beatrice Spivak, et elle écrit l'histoire de sa grand-tante, c'est elle qui est sa nièce, qui s'appelle Punadeshvari Badouri. Et cette fille s'est suicidée à l'âge de 16 ans dans un petit appartement à Calcutta. Et elle s'est suicidée le jour de ses règles, on revient aux règles, et on a considéré que le timing était impromptu, qu'il n'avait pas d'importance. Or, ce timing avait toute son importance. Dans une Inde qui était extrêmement patriarcale, où les mariages d'amour ne sont pas possibles, où les femmes
qui sont compromises dans des relations ou des grossesses ont très peu d'options. Beaucoup en réalité se suicident suite à des grossesses non désirées. Et en réalité, Bonadej Badouri s'est suicidée le jour de ses menstrues pour prouver qu'elle ne s'est pas suicidée à cause d'une histoire d'amour ou d'une grossesse non désirée. Et on a découvert beaucoup plus tard que Bonadej Badouri faisait partie d'une milice indépendantiste indienne et qu'elle préparait un attentat contre certains postes anglais en Inde, à Calcutta, et qu'elle avait juste rétro-pédalé et que n'assumant pas sa décision de rétro-pédaler, elle s'était suicidée. Et elle avait décidé de se suicider le jour de ses règles, de ses menstrues, pour qu'on puisse reconnaître pour elle un mobile politique à son suicide. Et ça n'a pas été le cas. Même dans sa famille, même les femmes de sa famille, jusqu'à Gayatri Spivak, qui a été sociologue et féministe, personne n'a reconnu à cette femme le mobile politique dans son suicide. Et il a fallu réhabiliter son agenda politique à peu près une cinquantaine d'années après sa mort. Et c'est juste un exemple qui démontre à quel point même les femmes qui prennent les décisions les plus fortes et les positions les plus radicales peuvent se voir refuser l'agenda politique et le mobile politique prémédité. Et elles peuvent être cantonnées aux marges des transformations sociétales, des transformations sociales de nos sociétés. Et que pour changer cela, c'est une perception profonde de la femme et de sa capacité politique qui doit subvenir en chacun d'entre nous. Et pour finir, et vous me dites si je suis longue. Vous me dites si je suis longue. J'ai voulu aussi partager avec vous un stéréotype banal et classique, mais extrêmement grave, celui de ce qu'est être une femme. Et on a toutes, une vision particulière de ce que c'est qu'être une femme. J'ai beaucoup discuté de ce sujet et on m'a beaucoup challengé et j'ai finalement accepté la multiplicité de cette histoire. Être une femme, c'est être un être multiple. Et donc c'est un être qui doit impérativement sortir de son code et de son comportement actuel. Et pour cela, j'ai choisi une photo qui vient du Japon. Et ce sont des adolescentes qui ont des maisons closes pour femmes. Il n'y en a pas beaucoup ailleurs, mais elles ont pignon sur rue. Et les femmes peuvent se diriger vers une maison close et choisir un partenaire sexuel contre rémunération. Et c'est une pratique au centre de Tokyo qui n'est absolument pas cachée dans les faubourgs. Dans ce même Japon, 50% des femmes arrêtent de travailler au moment de leur mariage. Donc c'est un pays qui oscille entre une ultra-libération des femmes et une société extrêmement patriarcale et extrêmement conservatrice. Cette dichotomie, elle est en réalité révélatrice de toute la dichotomie que vivent les femmes aujourd'hui, qui oscille entre une aspiration vers une grande libéralité, une grande liberté, et cette liberté, elle passe très souvent par la sexualité, voire de manière primordialement par la sexualité, puisque comme qui disait, je crois que c'est toujours toi, que le corps de la femme est une propriété collective et le corps de la femme s'émancipe, et la femme s'émancipe aussi par l'émancipation de son corps, d'abord. Et au Japon, il y a cette dichotomie entre ce qu'est être une femme libre et ce qu'est être une femme libertaire. Par exemple, au Japon, ils ont un problème de natalité, qui n'est pas dû à des considérations économiques, mais qui est dû à une absence. On a rencontré des Nisha, alors les Nisha, ils sont soit travestis, soit transsexuels, soit rien du tout, soit pas transformés physiquement. Ils sont parfois homosexuels, ils sont parfois asexuels, c'est-à-dire ayant renoncé totalement au sexe, et ils sont considérés en Inde comme un troisième genre. En réalité, ils représentent X, Y, Z genre. Et la perception de la société de cette population-là
et que cette population a un accès privilégié à la spiritualité. Ils sont autant admirés et adulés qu'ils sont détestés par la société parce qu'ils vivent à la marge. C'est comme en Inde, on ne peut pas dire que les gens sont les grandes stars de la société indienne, mais c'est eux qu'on appelle pour faire les baptêmes, c'est eux qu'on appelle pour bénir les naissances, les mariages, etc. Parce qu'on leur accorde, dans leur démarche d'exploration de leur sexualité, une espèce de connexion spirituelle. Et c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup interpellée lorsqu'on se ferme aussi corporellement à des potentialités univoques, on se coupe aussi d'une certaine manière de toutes les potentialités que notre corps et que notre humanité peut nous offrir. Et je finirai juste là-dessus pour dire que tout ce que j'ai pu explorer ces dernières années en travaillant sur ce livre m'a juste montré à quel point on ne faisait encore, et que je n'avais fait encore, que gratter un vernis, et que derrière, il y avait une profondeur exceptionnelle de narratif dans l'histoire de l'humanité. Et cette profondeur de narratif était essentielle pour pouvoir repenser la condition de la femme, son rôle dans la société, son avenir. Parce qu'aujourd'hui, on le pense dans le cadre d'une histoire unique. Et c'est pour ça qu'on dit il faut lutter contre le féminisme bourgeois, le féminisme blanc bourgeois. C'est quoi le féminisme blanc bourgeois? C'est le féminisme qui dit que nous, quand on va travailler, on doit avoir equal pay. C'est très bien. Il faut qu'on ait equal pay. Mais au-delà, l'égalité salariale, on doit avoir l'égalité salariale. C'est très bien, c'est très important. À côté de ça, ou alors les femmes doivent avoir accès au monde du travail. Et ça nous fait aussi oublier que une grande majorité des femmes travaillent, mais elles ne sont pas rémunérées pour leur travail. Et elles ont un travail qui est gratuit. Et on ne parle pas des tâches ménagères, on parle d'exploitation agricole, familiale, on parle d'artisanat, on parle de bricolage et même de participation à des entreprises familiales structurées, où la rémunération des femmes n'est pas au rendez-vous. Et donc pour pouvoir sortir de ce féminisme qui a été nécessaire, qui a été précurseur, qu'on appelle aujourd'hui un peu facilement blanc bourgeois, il faut aussi qu'on se repose la question de tous les narratifs qui nous conditionnent aujourd'hui et qui nous permettent, qui nous font voir le monde de manière univoque alors qu'on pourrait le voir de manière multiple. Merci Iman. Bravo. Beaucoup de profondeur dans tes recherches, en tout cas, c'est très enrichissant, tout à fait. Sur Pauli, c'était dans les années 70, il parlait d'une dame qui prend le bus le matin à Sylvain aussi pour aller travailler plus loin dans les usines et ne pouvait pas revenir pour prendre le déjeuner. Et le soir, en rentrant, elle achète le journal, mais il n'a jamais eu le temps de le lire parce que dès qu'elle rentre le soir, elle est tellement épuisée qu'elle a peur d'être en retard le lendemain. Je vous suggère de la lire et peut-être que ça va vous proposer ou vous suggérer une autre création. Certainement. Merci. Sinon, qu'on ne reconnaissait pas ni l'agenda politique des femmes ni autre chose, même au niveau de la science. Un journaliste qui posait la question à Marie Curie, qu'est-ce que ça vous fait d'être mariée à un prix Nobel? Alors elle répond tout simplement, demandez-lui. Lui, il était prix Nobel une fois, elle était 2 fois. Merci madame. Alors, c'est surtout un citoyen engagé dans de nombreuses associations, dont ESPOD, Espace Point de Départ, qui agit en faveur de l'inclusion économique des femmes, et président Maroc et Afrique de Kobati International, qui œuvre pour un développement durable des villes. Salah est également un passionné de culture et d'art, de par son engagement et sa passion. Et il va partager avec nous les fondements de l'art comme vecteur de sensibilisation et d'engagement de façon générale et en faveur de la cause féminine en particulier. À vous la parole.
et une rencontre pleine d'originalité. Merci Maria et merci Nadia. Il est très difficile pour moi d'intervenir après ces intelligences de cœur et d'esprit qu'on vient d'écouter. Je vais essayer de trouver un interstice. Pardon. Vous avez mis la barre très haut, donc voilà. Je ne vais pas essayer d'être à la hauteur, je vais juste partager avec vous des ressentis par rapport à l'art et par rapport à cet art qu'on a autorisé aux femmes. Et c'est extraordinaire parce qu'on autorise toujours quelque chose aux femmes. C'est jamais quelque chose que les femmes s'approprient. C'est toujours une autorisation. Les femmes, bon, ça a été dit tout à l'heure, mais on était souvent un peu les, comment dirais-je, les êtres qui sont enfermés domestiquement et à qui on a permis, juste dans des périmètres délimités, des intrusions dans l'art. On leur a permis de faire un peu de musique, oui, de la broderie, de la couture, et bien sûr les arts culinaires. Mais c'est extraordinaire, même cet art culinaire, aujourd'hui c'est approprié, les grands chefs c'est des hommes. Formidable. Alors que tous ces grands chefs disent eux-mêmes que leur passion leur a été transmise par leur maman. C'est extraordinaire, donc quelque chose qui était tout à fait reconnu, d'accord? Mais aujourd'hui encore, c'est les grands chefs, les étoilés, etc. De temps en temps, on voit une chef et on se dit, ah tiens, une femme qui est chef, c'est extraordinaire. Donc il y a toujours ces autorisations incroyables, parce que tout simplement, la femme a été une espèce de recluse domestique qu'on a enfermée dans... Alors que la sensibilité des femmes et l'aisance émotionnelle leur permet d'être dans une prospective d'horizon extraordinaire. Quand, vous savez, l'architecture est un carrefour entre l'art et la technique. Et je suis un concepteur d'espace en tant qu'architecte, et j'ai toujours essayé d'introduire de l'art dans les espaces que je conçois. Et dès que je parle de cette dimension artistique dans les espaces architecturaux, tout de suite les gens me disent mais c'est pas au programme. C'est pas au programme, ça veut dire on n'a pas d'argent pour ça. Je dis mais qui vous parle d'argent? Parce qu'on ramène toujours tout à un budget. Je dis, on ne vous parle pas d'argent, on veut juste introduire une vision, une conception, une distribution qui soit artistique. Et là, les gens vous écoutent un petit peu. Et pourquoi ça choque les gens quand on leur parle d'art dans ce qu'on construit? Eh bien, peut-être que c'est la faute aussi des artistes, ou de l'art en général, qui est resté enfermé dans une espèce d'entre-soi, dans un carcan élitiste. Il faut que l'art descende vers les non-sachants. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et ces non-sachants, pour avoir testé, pardon pour le terme, ce contact avec les gens qui s'interdisaient même de rentrer dans une galerie d'exposition. Dans une ville comme Casablanca ou comme Rabat, malgré que dans notre pays on soit un désert culturel, mais il y a quand même quelques galeries, mais il y a des gens qui traversent
quand ils sont sur un trottoir, quand il y a une galerie, ils traversent de l'autre côté parce qu'ils ne se sentent pas concernés du tout simplement parce qu'ils estiment que ces espaces qui sont dédiés à l'art, ce n'est pas pour eux, parce que personne n'est venu les chercher pour leur expliquer ce que c'était l'art, etc. Donc il faut que cet art, que l'art en général, que les artistes fassent un effort pour aller vers les gens, vers ces entre guillemets, petites gens, pour discuter avec eux. Et croyez-moi que le regard, ce regard instinctif, il apporte parfois une complémentarité de ce qu'on attend d'un ressenti. L'art devrait investir des espaces inattendus. Parce que l'art n'est pas uniquement quelque chose de distrayant. L'art réveille l'imaginaire, l'art participe à la culture et donc participe à un développement. Il réveille les sens. Tout à fait, un imaginaire extraordinaire. Alors moi j'ai essayé dans des hôpitaux. Et j'ai essayé dans un hôpital d'enfants où des enfants qui ont des maladies graves, et ils restent hospitalisés pendant un certain temps, pendant beaucoup de temps, dans ces hôpitaux. Et nous avons construit ce qu'on appelait la maison de l'enfant. Et dans ces maisons de l'enfant, on a essayé de les distraire avec ce qu'on fait de manière classique, des ateliers de poterie, des ateliers de musique, des jeux, etc. Et donc, ces espaces qui se trouvaient à l'intérieur de l'hôpital, il fallait que les enfants sortent des services où ils étaient hospitalisés pour aller pendant 2 heures ou 2 heures et demie se détendre dans ces espaces qu'on appelait la maison de l'enfant. Et j'ai été discuter avec ces enfants pour voir un petit peu comment ils voyaient cet espace de distraction qu'on voulait concevoir pour eux. Et pour eux, c'était un petit peu flou, parce qu'on leur disait, bon, c'est peut-être l'école à l'intérieur de l'hôpital, c'est peut-être un espace où ils pourront voir leur maman ou leur famille, etc. Donc l'idée était un petit peu floue, et dans ma tête aussi. Et parce que, bon, parce qu'il fallait faire quelque chose qui allait vraiment apporter un petit peu de bonheur à ces enfants. Et je commençais par me dire, quand ils vont se lever de leur lit, quel est ce cheminement qu'ils vont faire pour arriver dans cet espace. Et donc il y avait un couloir qui était protégé, et je me disais, ce couloir, il ne faut pas qu'il soit uniquement un espace neutre qui va conduire d'un endroit à un autre. Et j'ai vu que ces enfants, ils avaient pratiquement tous des crayons de couleur et des bouts de papier. Et je leur ai demandé de me montrer ce qu'ils avaient fait. Et bon, j'ai vu des dessins d'enfants comme on en voit partout. Et j'ai dit, pourquoi ce couloir, ça ne serait pas une galerie d'exposition de travaux de ces enfants. Et j'ai fait tout ce cheminement, ce couloir qui était assez long, avec des cinèses ou des enfants où j'ai exposé avec un éclairage, etc. Comme si c'était une véritable galerie d'art. Les enfants étaient enchantés et les mamans des enfants, quand ils traversaient ce couloir, ils voyaient l'exposition des travaux de leurs enfants. Ce n'était pas le dessin qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était de dire Kinsmeet Wuldi ou Kinsmeet Binti. Il y avait une espèce de fierté, de reconnaissance à travers. Donc voilà une interprétation différente de ce qu'on peut attendre d'un dessin. Bon,
voilà, d'autres vont regarder le dessin, vont dire qu'est-ce qu'il a essayé de dessiner, etc. Est-ce qu'il fait référence à sa maladie, tout ça. Et les mamans, non, c'était la fierté d'avoir le nom de l'enfant. Et donc, j'ai laissé aussi des murs complètement vierges et sur lesquels j'ai dit, bon, peut-être qu'on va appeler des artistes qui vont s'exprimer sur ces murs pour faire quelque chose. Et on a eu la chance de recevoir un artiste qui s'appelle Pi et qui est venu voir ses enfants, on discutait avec eux, on a pris le goûter, tout ça. Et il leur dit, il sort une seringue, il leur dit la piqûre vous fait peur. Et les enfants, bien sûr, disent oui, on n'aime pas la piqûre. Il leur dit je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la piqûre. Il a fait un tableau extraordinaire avec la seringue. C'est un tagueur qui est connu, célèbre. Et aujourd'hui, à l'hôpital Haroussi, il y a une œuvre. Voilà. Extraordinaire. Donc, les enfants, ça a changé la perception. Ça a changé la perception des enfants de cette piqûre qu'ils craignaient quand ils pleuraient, parce que ça piqûre, personne ne veut se faire piquer. Il y a même des adultes qui détestent les injections par les seringues. Et donc, voilà comment on démystifie quelque chose par l'art. Donc, l'art peut apporter agir sur. Voilà, absolument. Et donc, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, alors, comment faire pour investir ces lieux? Il y a des mesures qui ont été prises dans d'autres pays où on a introduit la notion du 1% pour l'art. Et donc, dans des projets publics, on prélève 1% du budget de réalisation. En général, les projets publics, ce sont des grands projets. Par exemple, je vais vous donner une idée, le dernier hôpital que j'ai fait à Rabat, c'est 580 millions de dirhams. Alors imaginez 1% de 580 millions de dirhams, ça fait pas mal. Et donc, ce 1% sert à faire une œuvre d'art qui est liée directement à ce bâtiment. Alors, quel est l'avantage? L'avantage, c'est de faire profiter, parce qu'un bâtiment public, comme son nom l'indique, il est fréquenté par un grand public, par le public. Et donc, c'est des projets qui sont citoyens, qui appartiennent à tout le monde, où se croisent le riche et le pauvre. Et donc, c'est un espace extraordinaire d'exposition, de connaissance et de reconnaissance de l'art et de l'artiste. Et donc, c'est une mise en lumière, une mise en valeur des artistes et on habitue le citoyen à être en contact avec l'art. Et je pense que c'est quelque chose de faisable, il faut juste faire porter le message et puis militer pour ça. Je vous remercie. Ajouter le fait que l'art est une thérapie. Tout à l'heure, Siham l'a signalé un petit peu en parlant des maladies de la société que l'art peut mettre en évidence. Mais l'art-thérapie est une science maintenant qui est reconnue. Et je voudrais citer, parce que quand vous parliez de ce couloir, j'imaginais l'hôpital Abdrahim Harouchi, effectivement, mais dans le même CHU, dans le service de psychiatrie, il y a des spécialistes d'art-thérapie qui travaillent avec des personnes qui sont atteintes de maladies mentales ou de troubles psychiatriques et par l'art, justement. Donc c'est une certitude que l'art peut trouver sa place partout et particulièrement dans les milieux hospitaliers et auprès des personnes malades. Merci madame. Le micro, s'il vous plaît. Je voudrais appuyer ce que vous venez de dire. L'art contribue au bien-être. Et c'est quelque chose de très important. Et on confond souvent le divertissement avec le bien-être. Et on assimile l'art au divertissement.
alors que là apporte du bien-être. Chacun l'interprète comme selon ses sensibilités et ça éveille aussi un imaginaire extraordinaire, donc que ce soit chez les bien portants ou les gens qui sont en souffrance. Et dans les hôpitaux, j'ajouterais que il y a le patient, mais il y a aussi l'accompagnateur. Et les deux, quand ils viennent dans un hôpital, personne n'est dans un état psychologique normal. Il y a le stress. Troisième chose, c'est que nous avons des talents aussi d'écriture. Ce qui est à ma droite, on a fait vraiment un usage merveilleux. Et je souhaiterais que vous lisiez donc son livre Une femme dans le pays des Fokkara. Et il y a toute une réflexion à porter aussi sur la question féminine avec un nouveau regard. C'est-à-dire que personnellement, aujourd'hui, en toute humilité, je le dis en toute modestie. Mardi prochain, quelle initiative pour le rayonnement de l'art féminin au Maroc. Merci encore Maria, merci Nadia. Je pense qu'on va... Oui, oui. Il y a avant de... On peut aussi lire le poème en haut, en même temps, et on profite du cocktail. Oui. Si ça vous va de lire le poème et autour d'un buffet. Voilà, on aimerait écouter votre poème à l'étage. Écouter en haut. On monte. Faut passer chez toi pour les photos. Comment ça se passe? Faut passer chez toi? Si vous êtes encore là, je vous donne une carte. D'accord. Je dois y aller là. Voilà, خد téléphone. خد téléphone, خده. Oui. Pardon? Mais vous avez une aisance naturelle. Je sais, quand tu vas faire des conférences à travers le monde, le grand honneur, on a été les premiers à l'accueillir. Non, mais parce que c'est sa première. Et puis tu as une aisance. On n'avait pas l'impression que c'est la première fois que tu as accueilli. Mais comme vous étiez deux à faire. La première. Non, et puis c'est intéressant, mais aussi qu'elle. C'est toi, tous les messages que tu veux, c'est bien honnête parce que moi, c'est très novateur. Et que c'est vrai qu'il y a des messages que j'en trouve et on met moi pour les